Il est midi passé de 10 minutes. C'est avec grand plaisir qu'on va évoquer l'économie sociale et solidaire en compagnie de Zoé de Richesse, accompagnée de Frédéric Amé, qui est directeur de l'association qui gère la UNOD. On va aussi en parler parce que ça, c'est un modèle dont on n'a pas forcément conscience. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Radioactive. Comment ça va ? Merci, ça va bien. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. On est ravis de vous retrouver ici, pour t'accueillir pour la première fois, Frédéric, que tu m'as autorisé à te tutoyer, donc je vais le faire avec grand plaisir. La UNOD, c'est un château, c'est un domaine départemental, c'est un lieu évidemment chargé d'histoire, 14e siècle, c'est ça ? Il y a eu plusieurs vies, mais le premier château, c'est 1220, donc on va dire 13e. Ouais, 13e, donc c'est ça. Et c'est un endroit, alors, qui est génial, parce qu'il est vraiment appelé d'Eliac, il a vraiment, c'est le bout de la route, on peut pas dire beaucoup mieux que ça. Et puis, il s'y passe énormément de choses. C'est un château, comment c'est arrivé, finalement, cette histoire, parce qu'on connaît le château de la Rue-Jagu, mais qui est tout à fait différent en termes d'architecture. Comment c'est arrivé à ce que le département, finalement, investisse dans ce château? En fait, c'est un lieu qui appartenait à l'État, qui était normalement fermé au public, mais c'est vrai que toutes les personnes qui sont du territoire ont toujours vécu au château pour plein de raisons, pour une rencontre amoureuse, pour faire des jeux, c'est un lieu de vie aussi pour les enfants et les divers animaux. Il y a eu quelques difficultés, quelques accidents, parce que forcément, lorsque c'est un lieu type un peu jardin public, il y a eu des notions de sécurité qui n'étaient pas tout à fait respectées. On arrive aussi dans cette envie, dans les années 70-80, de constituer une association pour préserver le lieu, pour le faire connaître, pour l'ouvrir au public et surtout pour le sécuriser. Oui. Donc c'est la vraie nature, la vraie raison pour laquelle l'association s'est créée en 76. Il voulait aussi interpeller le pouvoir public, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce lieu qui appartient à tous, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, cette idée a cheminé tout doucement. Elle est ouverte au public par d'autres associations qui faisaient des activités en costume, etc. Ça a vécu pendant 25 ans, grosso modo. Et au tournant des années 2000, on commence à parler des lois de décentralisation. Donc, que la culture aille, Frédéric, mais que la culture ne soit pas réservée qu'aux grandes villes, par exemple. Exactement. Et surtout, il y avait aussi cette démarche que l'État, on est dans un État très jacobin, l'État ne s'approprie pas l'ensemble du patrimoine. Je crois qu'il y a, pardonne-moi encore, mais je crois qu'il y a... Ouais, il y a une offre culturelle, c'est fou, l'offre culturelle qu'il y a dans la région parisienne, dans l'Île-de-France, quand on la compare au reste du territoire. Donc effectivement, cette décentralisation, déjà à l'époque, on en parlait, elle n'est pas finie, hein. C'est pour ça que je... Complètement. Alors après, il y a des données politiques, il y a des données économiques qui rentrent aussi en jeu. Donc c'est vrai que l'air du temps peut évoluer en fonction des politiques. Quelque part, les territoires, la France a cette chance-là. C'est aussi l'intérêt d'avoir un lieu touristique, c'est qu'on croise beaucoup de monde et lorsqu'on discute avec eux, on se rend compte que c'est vraiment une richesse qui est fondamentale en France. Donc on le sait, le monde vient un peu en France, mais il y a beaucoup d'autres pays. Ce qui est intéressant en France, c'est qu'il y a très peu de régions où il n'y a rien. Alors après, on peut s'entendre sur ce qu'est le patrimoine, on peut le définir, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant et la Bretagne, effectivement, a beaucoup de choses à proposer, a beaucoup de richesses. Donc on a cette chance-là. Maintenant, charge à nous de la transmettre, de la consolider, parce qu'un patrimoine peut dépérir ou être mis en avant. Donc c'est un travail de tous les jours, entre guillemets. Et effectivement, et puis j'y rajouterai, si tu me le permets, de le faire vivre, ce que vous faites plutôt pas mal avec les propositions qu'on évoquera tout à l'heure. Zoé, moi j'ai découvert grâce à l'avenue de Frédéric et grâce à ton invitation de la part de Richesse, que c'était une association qui gérait le château le domaine de la UNOD. On dit le château, oui, plus joli. Traditionnellement, c'est le château de la UNOD. Depuis 2 ans, le conseil départemental essaie de mettre l'accent sur, non pas une marque, mais les domaines départementaux. Les domaines, donc on va dire le domaine de la UNOD. Qui ont lancé ça. Oui, en effet, on le sait pas toujours. Après, ça n'empêche à rien de savoir ou pas de l'expérience. Hein, que ce soit une asso ou pas, l'expérience de venir au château, elle est géniale. Mais en fait, quand on s'y intéresse de plus près, on voit quand même que c'est une structure alors qui marche en très fort partenariat avec le conseil départemental, mais qui pour autant a sa vie associative de son côté, des salariés dont Fred fait partie, des administrateurs, des bénévoles aussi. Donc voilà, c'est une asso finalement. C'est dans ce cadre-là nous qu'on a renforcé nos liens avec le château. C'est assez récent en fait que le château de la UNOD a rejoint le réseau Richesse. Ça date de l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, environ. Qu'est-ce qui justement vous a donné envie dans l'association d'intégrer, de vous inscrire dans l'économie sociale et solidaire représentée par Richesse ? Alors, on va peut-être y arriver après, mais la logique de SS ou de RSE en général, c'est quelque chose qui, dans le milieu de la culture, en tout cas toutes les personnes que je côtoie, qui est transversale. Voilà, personne n'est insensible à ces questions-là, voire c'est une question majeure dans notre façon de travailler. Ou en tout cas, ça doit le devenir, pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait au point, et on n'est jamais au point, donc il y a toujours une marge de progression.
Là-dessus, il y a eu cet appel de richesse que je ne connaissais pas vraiment. C'est vrai que c'est un milieu économique dans lequel autant on est un peu précaré sur le milieu culturel et sur le milieu touristique, autant le milieu économique on est un peu plus faible lorsqu'on n'a pas de besoin automatique, direct. Et c'est plutôt Richesse qui est venu vers nous avec quelques partenaires du territoire pour aller faire un petit déplacement en Pologne. Et c'est là où on a commencé à se connaître humainement et en termes de structure. Et on a adhéré dans la foulée. La base de la rencontre entre le château et Richesse, c'est vraiment ce projet européen-là qu'on a mené avec la Pologne autour qui s'appelait Culture Verte, en fait, qui visait à de l'échange entre professionnels autour des pratiques éco-responsables dans la culture. Donc c'était un partenariat avec 3 structures polonaises, d'Olsztyn, en Warmie-Mazurie plutôt une région qui est un petit peu jumelée avec les Côtes d'Armor aujourd'hui. On connaît bien, qui est des structures qui sont en partenariat avec d'autres structures dans les Côtes d'Armor. Et puis, ce que Fred dit, c'est qu'en effet, il y a une délégation qui est partie en Pologne, dont le château de la Hunaudet pour échanger autour de ces pratiques-là. Et puis, à l'inverse, il y a quelques délégations polonaises aussi qui sont venues et qui sont, je crois, pour la plupart, en tout cas la majorité des délégations, étaient aussi accueillies chaleureusement au château, qui prenaient le temps. Enfin, toi et tes collègues, vous preniez le temps de leur montrer. L'envers du décor et puis de tout ce que vous pouviez aussi mettre en place en termes de pratiques éco-responsables. En fonction de leurs besoins. C'est vrai il y a encore une délégation qui est venue il y a 2-3 semaines. Ouais. Voilà, le premier deal, c'est vous venez pour voir quoi. Donc à partir de là, on adapte et on essaie de répondre au mieux à la demande. Il y a pas mal de choses à voir au château de la Hunaudet entre nous. Il y a pas beaucoup de choses quand même. Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'on peut partir sur plein de sujets. C'est un lieu de vie où professionnellement, quand on travaille dans la culture, on peut partir dans plein de choses différentes. Donc et de par mes missions aussi, je suis amené à côtoyer beaucoup de gens. Donc on peut parler de plein de sujets. Donc en général, ça se passe très bien. Et il y a quelque chose, moi, qui me fascine toujours un tout petit peu. Je reviens, pardonnez-moi, sur l'histoire, parce que c'est vrai que cette responsabilité, on sort du festival à Rock, je le rappelle, où il y a vraiment cette importance de la responsabilité environnementale, sociétale. Il faut que tout le monde soit bien accueilli et il faut que tout le monde le fasse bien. Mais c'est vrai que on a l'impression dans un château comme ça, qui est presque en pleine forêt, j'exagère un petit peu, mais qui est pas loin en tout cas de zones forestières. C'est peut-être là encore, il faut être encore plus attentif. Une question que je me pose, c'est, je reviens un peu sur l'histoire, pardonnez-moi, c'est cette architecture, parce qu'elle est quand même particulière avec ces tours. Quand on le voit du haut, le château de la Hunaudet, il y a des belles photos qui sont faites comme ça. Elle permet plein de choses, quoi. C'est un véritable terrain pour l'imaginaire. Complètement. Mais déjà par nature, la requalification du projet, on parlait tout à l'heure de la transmission de l'État au département, c'est suite à un projet d'une architecte des Bâtiments de France qui a proposé un projet qui a été validé. Sa logique était de garder le château sous ce format-là. C'est-à-dire qu'on le sécurise, mais on le laisse sous le format d'un vestige. Donc une pseudo-ruine, entre guillemets. C'est déjà un choix fort. Quelque part, il y a d'autres lieux, on peut parler de Sussigny ou d'autres lieux en France, où on a essayé de remodeler le site. Là, ça s'est pas fait, pour plein de raisons, notamment parce que les archives ont brûlé, donc on n'est pas sûr à 100% de ce qu'a ressemblé le château. On sait à peu près 90%, il y a une maquette qui a été reconstituée dans le château, si vous venez voir, mais on n'était pas sûr. Donc c'est une vraie logique. Il y a aussi des logiques économiques, il y a plein de raisons qui font que. Mais l'idée était de garder ce patrimoine-là, qui se veut patrimoine romantique. Là, on commence à arriver un petit peu sur ce que on évoquait au 19e, dès qu'on voyait des vestiges avec un petit peu de verdure qui se l'appropriait, la faune, la flore. Très naturellement, c'était très engageant. Ça l'était un petit peu moins au 20e, mais en tout cas, le projet a permis de le maintenir d'un point de vue bâti comme cela, avec des éléments d'identification qui permettent, en termes de domination, de comprendre le lieu d'un point de vue archi. Donc c'est la base, en fait, c'est la base de notre travail. Après, nous, c'est une coquille, une structure, on s'amuse à la remplir en termes d'information, en termes de découverte pour le public sous toutes ses formes. Une question que je me pose aussi, on parlait de ce rôle de cette association, mais parce que je crois qu'au départ, l'association, elle était faite pour que d'abord le château vive, et un peu quand même si c'est éclairant ce que tu viens de nous dire, Frédéric, par rapport à cette volonté de garder une architecture médiévale, entre guillemets, ça sert aussi quand même à ce qu'il soit sécurisé, que l'on puisse y aller très très bien, et cette association, elle a aussi permis de le faire revivre, ce château. C'était la première étape. En fait, si le château a été transmis jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'association, pendant 25 ans, a permis de l'ouvrir au public. C'était une ruine, hein. C'était vraiment complètement. Une ruine. Et c'était pas du tout dans la configuration qu'on le voit actuellement. C'est-à-dire que l'intérieur de la cour, il y avait des arbres, les tours n'étaient pas accessibles. Voilà, on était vraiment il était un peu dans son jus, à minima. C'est ça. Mais on pouvait accueillir le public, et je crois que la plus belle année, donc on parle d'avant 2000, il y a eu presque 20 000 personnes qui sont venues
sur quelques mois de fréquentation. Donc c'était énorme. Alors cette période-là, il faut aussi revenir un petit peu au point de la hauteur. C'est que les propositions touristiques ou du patrimoine sur le territoire ne sont pas les mêmes. C'est vrai que là aussi c'est une marque française. On est constamment en train d'ouvrir des musées, on est constamment en train d'ouvrir des lieux privés, publics ou mixtes. Donc ça aussi, de nouveau, c'est une chance. C'est une possibilité de pouvoir augmenter sa capacité d'attirer, ou en tout cas de donner envie aux locaux de découvrir leur patrimoine et de le sauvegarder. Ça reste la base en fait d'un patrimoine, par définition, c'est la transmission. Et pour le transmettre, il faut ou le garder en l'état tel qu'on l'a reçu, ou l'améliorer. Après l'améliorer, on peut en discuter, ça peut prendre plein de formes, mais en tout cas c'est cette notion de transmission qui est fondamentale. Et c'est ce qui se passait dans l'assaut. Très très bien. Et ce qui va très bien aussi avec l'économie sociale et solidaire et avec ce que défend Richesse depuis que ça existe, j'ai envie de le dire, Zoé. Et effectivement, maintenant, votre je sais pas comment on fait, fiançailles, on le dit comme ça, entre le château de la Inaudé et Richesse. Non, sérieusement, c'est aussi effectivement de l'expertise, du rapport et puis de l'ouverture. Ce que vous racontiez avec l'avoir mis Mazuri, c'est pas rien. C'est ça sert à ça finalement de s'inscrire dans un réseau. Ça sert aussi à se donner des bonnes pratiques, quoi. Là, avec le projet Culture Verte, ça a été, c'était le fondamental, c'était la base. Et puis ça a permis aussi à des structures qui peut-être je parle des structures ESS du coin qui sont parties en Pologne, de pouvoir profiter de ce programme-là et d'être partenaire du programme sans avoir à gérer aussi un dossier européen qui sont conséquents, mais qui sont très importants et qui sont aussi des moyens de diversifier les modèles économiques des structures et pour lesquels il y a des sujets à creuser. Clairement, demain, l'Europe, ça reste un moyen de financer ou de faire des partenariats pour les structures associatives. Mais du coup, de découvrir le réseau et l'échange de pratiques européennes à travers ces programmes-là, je pense que ça a été enrichissant. Et puisque ce qui est rigolo en fait, c'est que donc il y a 4-5 structures qui sont parties sur ce projet-là dans la délégation en Vargnes-Mazuri. Et puis en fait il y avait 2 structures de Plédéliac, parce qu'il y avait aussi l'association Côté Décor, qui est une plateforme mutualisée. Alors c'est à Plédéliac ou c'est à Saint-Esprit-des-Bois? C'est les deux. C'est un lieu-dit de Plédéliac. Voilà, c'est un lieu-dit de Plédéliac. C'est le même coin. C'est le même coin. Il est superbe ce lieu. On avait pu aller faire un reportage il y a quelques saisons de cela à l'intérieur donc de cet immense ancien garage qui est gigantesque où il y a plein de vie là-dedans. C'est une pépite, oui. Et on passe des choses à Plédéliac. Oui, il y a la ferme, il y a la maison Escargot qui est une structure. Alors peut-être qu'ils sont venus ici, si c'est pas le cas, il va falloir qu'on remédie à ça, mais qui est une structure qui accueille des personnes, des jeunes notamment en situation de handicap. Très bien. On en avait parlé, effectivement. Je pense, mais qui est aussi l'innovation sociale incarnée. Et il y a ce côté-là à Plédéliac qui est assez édifiant. Et puis il y avait aussi une structure qui est partie en Pologne avec nous qui venait de Bron. Et au final, elles avaient tout en point commun de travailler autour de la culture. Elles amènent dans la filière culturelle, elles répondent à des enjeux différents. Le château fait pas la même chose que Côté Décor ou que d'autres structures qui étaient là. Mais en fait, ça a aussi renforcé les liens entre elles de ces structures costamoéricaines-là. Et du coup, c'est des liens qui ont pu perdurer par la suite et qui continuent à s'incarner dans le réseau Richesse à travers nos différents moments de rencontre ou nos différentes actions vers les structures. Donc, très très bien, et ces temps forts, effectivement, ça se manifeste notamment, et on va l'évoquer juste après une petite pause musicale, par une belle saison culturelle qui permet aussi de mieux faire connaître ce château-là. On va en parler juste après, Frédéric et Zoé, parce que c'est important, vous êtes aussi un petit peu là pour ça. Et puis c'est aussi de continuer à s'inscrire, continuer à évoluer grâce à la culture. Ça nous déplaît pas, ça, ici sur Radioactif. Puis peut-être qu'on écoutera un peu de pulp du côté du château de la Inaudé, en tout cas dans un casque, parce que ça vaut le coup d'aller se promener du côté du château de la Inaudé, écouter la nature. C'est vraiment un endroit où on peut vraiment voir des oiseaux. Moi, j'ai vu des hirondelles nichées là-bas, c'est quand même pas rien. Et ça devient presque un luxe de nos jours. Si je parle du château de la Inaudé, c'est que nous sommes dans le cadre de notre chronique mensuelle avec Richesse et l'économie sociale et solidaire. On a filé au château de la Inaudé pour évoquer comment le château de la Inaudé s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, et puis aussi pour évoquer cette belle saison culturelle qui a lieu presque toute l'année, Fred, puisque Frédéric, directeur de l'association du château qui gère le château de la Inaudé et qui propose toutes ces animations.
il n'y en a pas qu'au moment des grandes vacances et de l'été. Hein. Il se passe toujours un petit peu quelque chose là-bas. En fait, c'est dès l'ouverture. On ouvre traditionnellement le 1er avril, quels que soient les jours de l'année, et on ouvre symboliquement avec l'exposition temporaire, qui est quand même un temps fort, un gros marqueur, qui définit un peu la programmation de l'année, parce qu'en fonction de la thématique, qui est toujours très diverse, on n'aime pas trop au château refaire deux fois la même chose, donc on part tous les ans sur un gros projet spécifique, et à partir de là, la programmation culturelle est déclinée. Donc elle peut être en fonction du tempo des activités touristiques, mais elle peut être aussi en fonction des partenaires, parce qu'on essaie de démultiplier les partenariats, de faire des propositions, des cartes blanches aux uns et aux autres pour qu'ils s'approprient les lieux. Donc là on est plutôt accueillant que promoteur, mais l'idée du château, en fait, elle est assez simple, hein, c'est un peu celle de tous les lieux culturels, mais en tout cas nous c'est vraiment comme ça qu'on le voit, c'est de proposer à tout à chacun de venir nous découvrir une fois l'année, si possible tous les ans, parce qu'on a quand même un gros public fidèle, mais en tout cas c'est notre gageur, c'est que c'est pas une raison économique, c'est pas une histoire de calendrier ou quoi que ce soit, c'est qu'on est en capacité normalement de proposer à n'importe qui de passage ou un local en résident qui puisse venir nous voir, parce qu'il va revoir ce qu'il connaît et surtout voir autre chose. Voilà, c'est un peu le deal que nous on essaie de proposer tous les ans. Et c'est ça qu'effectivement, j'aime bien cette notion de pouvoir aller, revenir, redécouvrir finalement à chaque fois. Puis on peut y aller plusieurs fois parce que franchement, il y a plein de choses à découvrir tout le temps et on le redécouvre à chaque fois. Est-ce que le fait d'avoir un petit peu, de travailler avec Richesse aujourd'hui a aussi un peu permis d'élargir certains réseaux, ou des réseaux qui n'étaient pas forcément propres, ou que vous connaissiez pas spécialement à la Inaudé? Complètement. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de bonheur, et j'en aurai encore, j'espère, à l'avenir, de les avoir rencontrés, et d'avoir commencé à travailler sur quelques projets. On parlait de la Pologne tout à l'heure, c'en était un. Ça a commencé fort tout de suite. En fait, l'intérêt du réseautage, au-delà d'adhérer les uns les autres, d'aller à quelques réunions, apporter un peu la philosophie de son projet. C'est vrai que je sais pas trop si dans le cercle Richesse, il y a beaucoup de gens qui étaient issus du patrimoine et du tourisme, donc je peux peut-être avoir cette plus-value-là. Mais en tout cas, moi, je le vois plutôt de mon côté et celle de mon équipe, parce que je leur infuse ça aussi. C'est rigolo parce que c'est le terme, mais voilà, c'est la richesse qu'apporte richesse. J'entends par là, c'est que on se remet en question, on se repose des questions, et souvent c'est des bonnes questions. C'est on essaie d'avancer, on voit ce que font les autres. Ça peut être moteur aussi, être tiré vers le haut. Et si nous on peut avoir mis en place des choses que les autres n'ont pas fait, c'est là où on apporte. Donc on est dans cette collaboration. En fait, un réseau, ça sert à ça en fait. C'est se nourrir mutuellement. On est vraiment dans cette logique. On parle pas forcément d'utilité sociale ou sociétale, mais quelque part c'est ça indirectement. C'est la force de l'humain. On revient toujours au même. C'est le principe normalement d'un lieu culturel. Et ce qui est intéressant avec Richesse, c'est qu'en fait, et on revient sur un peu la démarche qui était évoquée tout à l'heure de SS ou de RSE, c'est que dans les piliers, il y a effectivement le pilier économique, on est une asso, donc on doit aussi avoir quelques ressources, dégager quelques ressources propres. Mais il y a un milieu, on l'évoquait tout à l'heure, tu le disais, on est pas d'une forêt, on est en rétro-littoral, donc on vit au milieu de la faune et de la flore. Oui. En fait, ça appartient plus à la faune et de la flore qu'à nous-mêmes. Donc c'est la deuxième consonance qui pour nous est très forte. Donc de fait, le développement durable pour nous est d'une certaine importance. Et je dis certaine avec des guillemets en souriant, mais voilà, c'est fondamental pour nous. Exactement. Et la troisième richesse, je vais pas dire c'est la plus forte, puisque je vais pas la mettre en contrebalancement du développement durable, parce qu'on voit que c'est plutôt l'humain qui abîme un peu son environnement. Mais on va dire c'est aussi important l'un que l'autre, dans le sens où l'humain est un levier. Donc en fait, tout dépend de nous quelque part. Donc c'est pour ça que je le mets au moins au même niveau. Et ça, ces trois données sont vraiment intéressantes. Donc on le fait naturellement, mais c'est en côtoyant des gens, des professionnels comme Richesse, qu'on remet un peu tout cela en perspective. Alors pour nous-mêmes, pour l'associatif, pour nos propres réseaux, parce que là aussi avec les RSE, maintenant j'en discute avec mes collègues des domaines départementaux, j'en discute avec d'autres personnes, donc et je me rends compte que Richesse, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas, donc au fur et à mesure, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça la force d'un réseau en théorie, c'est qu'on se nourrit l'un l'autre et ça va dans les deux sens. Exactement, et puis j'aime bien cette notion de mettre l'humain au centre, parce que c'est quand même la base de l'économie sociale et solidaire. Zoé, c'est vrai que on parle beaucoup de culture ensemble, on parle beaucoup de belles initiatives, etc. On parle pas forcément beaucoup de patrimoine, et là c'est quand même une case qui est rempli aujourd'hui grâce à Frédéric et à sa venue, et surtout grâce au château de la Inaudé. C'est vrai que le patrimoine, ça peut aussi complètement s'inscrire dans l'ESS. Oui, complètement. Le patrimoine, c'est comme le dit Fred, c'est l'humain, c'est des collectifs. On n'a jamais... Enfin, si, il y a sûrement des moyens de préserver du patrimoine ou de le conserver de manière individuelle, mais en tout cas, les efforts, ils sont souvent collectifs, au moins à l'échelle d'une ville ou d'un groupe d'habitants qui s'emparent de l'idée de préserver quelque chose et de le valoriser. Il n'y a rien de pire qu'un endroit où on ne peut pas accéder quand même. Voilà. Et ça, c'était le point de départ avec le château de l'Inaudé. Exemple typique, la tour de Cesson qui enfin est un peu accessible aujourd'hui au public, mais qui l'a pas été parce que
voilà, ça faisait partie d'un domaine privé. Il y avait une personne qui était héritière qui ne voulait pas. C'est ça l'histoire. Et voilà, aujourd'hui, ça a changé. Mais des fois, il faut aussi une volonté politique. Associative, etc. Il faut lobbyiser, entre guillemets, pour réussir à ce que tout le monde soit que ça, parce que le patrimoine, par définition, ça appartient à tout le monde, quoi. Oui, complètement. Ça appartient à tout le monde, et du coup, quand on entreprend de manière non lucrative à plusieurs, voilà, ça s'appelle l'économie sociale et solidaire. Donc la boucle est bouclée. Et en ça, le château participe à l'ESS, mais comme on peut participer à l'ESS dans n'importe quel secteur d'activité, c'est vrai que là, comme ça, pour un mardi matin, j'ai pas trop les idées au clair, mais on n'est pas le matin, on est le midi. Il y a eu un festival qui est passé par là, c'est peut-être ça. Mais je pense que je pense qu'en effet, le château dans notre réseau au niveau du patrimoine, c'est un secteur d'activité assez spécifique, mais en même temps ça ne vient pas contrebalancer l'importance de justement de faire réseau, et au contraire, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels l'échange peut se faire. On parlait de responsabilité des organisations, ça reste quand même une structure qui au-delà de la programmation culturelle, où là c'est leur cœur de métier, et justement nous demain, si on a besoin d'échanger ou de comprendre un peu plus le milieu de la programmation culturelle et du patrimoine, on sait qu'on a un acteur spécifique. Mais par contre, autour des enjeux de structure, de gouvernance, par exemple, de faire ensemble, etc. Je m'arrête, pardonne-moi là-dessus, Zoé, mais ça c'est quand même fondamental. On l'oublie tout le temps, mais pour connaître un petit peu le monde associatif depuis longtemps, là tu parlais, petite parenthèse, de gouvernance. C'est vrai qu'une association, même si elle est un peu institutionnelle, comme au château de la Hénaudée, il suffit qu'il y ait une mauvaise gouvernance ou que ça se passe pas bien entre membres et administrateurs. Et très vite, plein de projets peuvent s'arrêter. Ce genre de choses, ça reste extrêmement fragile. C'est ça aussi un réseau, c'est pouvoir sécuriser ce genre de choses. C'est pouvoir se rendre compte, en tout cas, que ça fait partie du cycle de vie des collectifs, et de se rassurer aussi sur quels moyens ou comment on fait pour prendre du recul sur cette situation-là, sans que ça vienne mettre fin. Parce que le risque, il est là. Voilà. Après. C'est le cycle des structures. Il y a des projets qui s'arrêtent et d'autres qui reprennent, mais il y a des moyens à activer en amont pour que on puisse aider à on dit souvent à prendre du recul. On est beaucoup là pour ça. Pour à Richesse, c'est dans notre projet stratégique de faire en sorte d'être là pour les adhérents, pour leur faire traverser, pour les aider à ce qu'ils vont rencontrer dans le chemin d'une structure ESS. C'est ça. Notamment des moments moins bien. Donc, c'est la vie, quoi. Ça arrive. Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose? En fait, Richesse c'est aussi la force de ce réseau-là, permet d'avoir des outils au-delà de leurs propres compétences et expériences. Donc c'est vrai que c'est une facilité d'avoir cette approche-là grâce à ces personnes multiples et diverses. Après, naturellement, l'associatif, depuis 50 ans, évolue. Et c'est quelque chose qui va perdurer, ce qui est assez logique, puisqu'on parle d'êtres humains qui font sens entre eux. Et d'un point de vue sociétal, on se rend compte, c'est une question depuis 1 an ou 2, politiquement, on en parle de plus en plus, il y a un problème par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a envie en termes de projet collectif ? Donc c'est normal que ça rejaillisse aussi sur l'aspect associatif. Là où c'est spécifique par rapport à nous, c'est que on a en gestion une structure et on n'est pas en capacité d'attendre simplement les subventions. Pour faire un exemple, si on parle de chiffres sans aller trop loin, l'association génère entre 40 et 45% de ressources propres. C'est-à-dire que c'est fondamental. C'est fondamental, et puis c'est scruté, je veux dire, par les financeurs et par les politiques aussi, qui regardent s'il y a un biais d'entrée sur certaines manifestations, c'est justement pour pouvoir garder une certaine forme et d'indépendance, et puis surtout d'autofinancement qui est scruté, qui est presque récompensé quelque part d'ailleurs. Ouais, alors on peut le prendre comme ça. C'est fondamental dans le sens où c'est un modèle économique, et là je revenais un petit peu aussi sur la gouvernance associative. C'est aussi la raison d'être reste vraiment intéressante à étudier. Et normalement, c'est constamment étudié, c'est constamment remis à plat. C'est des choses qui évoluent parce que les uns et les autres nous évoluons, parce que le lieu peut évoluer, parce que le public qui vient nous voir évolue également. Il y a X raisons qui font que on est constamment, normalement, en train d'avancer et en train de se poser ces questions-là. On peut se poser des bonnes questions, trouver des bonnes réponses, c'est pas le problème, mais en tout cas, on est censé constamment s'interroger. Le modèle associatif permet normalement cette flexibilité. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui est intéressant, qu'on retrouve très souvent dans le milieu culturel, et aussi parce qu'il peut permettre de cumuler justement les sources de financement. Et ça, c'est quand même la base
du culturel ou du patrimonial, mais c'est vrai dans le culturel, et là aussi la période va pas me contredire, le financement est de plus en plus difficile. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les collectivités, donc ça rejaillit sur les associations. Donc c'est une réalité qu'il faut avoir, nous, dans notre modèle économique, parce qu'on a beau être une association où l'humain est au cœur de cela, il reste un modèle économique à écrire, à valider et à faire perdurer. Et c'est pour ça qu'on adore évoquer l'ESS ici, parce que c'est aussi des modèles qui sont sérieux et qui sont là pour faire avancer des projets comme une belle saison culturelle qu'on va quand même évoquer, parce que le temps passe et qu'on n'en a toujours pas parlé. D'abord dire quand même que le personnage principal de cette saison culturelle, c'est le château lui-même. On le retrouve sur tous les visuels pratiquement, et c'est une belle idée. Alors quelque chose que vous faites depuis longtemps, c'est le cinéma en plein air. Le lieu s'y prête. Ça, c'est assez original, avec une programmation jeune public, comme Steamboy, Avril et le monde truqué, Jack et la mécanique du cœur, super film. Voilà, c'est important de dire que ça amène aussi du jeune public dans ce lieu patrimonial, et ça, c'est vraiment génial. Beaucoup d'aspects ludiques d'ailleurs. C'est vraiment un axe fort, ça. Alors naturellement, l'été, comme tous les lieux bretons, on accueille pas mal de gens de passage, donc les touristes, entre guillemets, avec un T majuscule. Donc on n'a pas forcément besoin de les capter, ils sont présents. Alors il peut y avoir bataille entre différents lieux culturels, donc c'est là où nous on propose des choses, et si possible des choses différentes, pour que les gens puissent papillonner d'un lieu à un autre, et puissent rayonner sur un territoire, et pas de rester uniquement sur une station balnéaire, comme souvent on nous le dit. Donc ça, c'est notre mission aussi, de les faire venir en rétro-littoral. Après, on travaille beaucoup pour le public familial et éventuellement le public familial local. Quand j'entends local, une personne sur deux qui vient nous voir sur les 6 mois d'ouverture de l'année, grosso modo, ce sont des gens de Bretagne. Ouais. C'est encore plus important si on parle du 22. Donc on est vraiment un domaine départemental, mais dans le sens premier du terme. Notre premier cercle de fréquentation, ce sont les gens du 22 des Côtes d'Armor. Donc là aussi, il faut leur proposer des choses, puisqu'ils connaissent normalement le lieu, une bonne partie du temps en tout cas, qui puissent venir le découvrir pour autre chose. Et les séances de cinéma plein air, c'est intéressant pour plusieurs raisons, parce qu'on touche du public familial, ça dépend des projections, mais grosso modo on attire du public familial, on attire du public qui est déjà venu nous voir, mais découvrir le château de nuit sous la voûte céleste entre guillemets, et voir un film, même si on connaît déjà le film, ce qui arrive, une fois sur 3 les gens connaissent déjà le film, mais ils viennent juste pour cette ambiance qui est particulière. On est toujours, c'est vrai pour toutes nos animations, dans une jauge qui est assez restreinte, c'est-à-dire que là aussi c'est l'esprit associatif, mais on essaie de privilégier en tout cas le confort d'usage, parce qu'on est tous différents. Donc on n'est pas, alors on a déjà fait exceptionnellement, je me rappelle d'un festival de musique avec 400 gamins qui écoutaient de la techno toute la nuit, mais c'est vraiment exceptionnel. Normalement, on est vraiment dans une vocation à avoir... Il y a certains adultes qui vont aussi écouter de la techno. Exactement, j'étais le premier à être très heureux à organiser cela. Mais dans l'idée, c'est vraiment d'avoir ce confort d'usage. Donc on peut faire des festivités le soir, des visites privées de nuit, c'est 20 personnes. On peut faire un cinéma plein air, c'est max 150. 150 dans la cour, c'est rien. Voilà, c'est que on privilégie d'avant tout ce bon regard, cette bonne interaction entre eux et nous, entre le lieu et nous, entre l'événement et eux. Voilà, il faut que les gens repartent avec un capital sympathie qui est 10 fois plus important qu'en arrivant. Donc en arrivant, souvent ils sont contents déjà, parce qu'ils nous connaissent ou ils nous découvrent. Mais voilà, l'idée c'est que les gens repartent vraiment avec le sourire, et en général ça se passe comme ça, parce qu'on lit les livres d'or, ça se passe vraiment très bien. Pour compléter ça, alors évidemment j'aime bien cette formule que tu viens d'évoquer, vous avez aussi cette volonté d'inscrire le château dans quelque chose de... la notion de temps, elle est très malléable chez vous, c'est-à-dire que là par exemple sur l'exposition Et si demain, donc on part dans une espèce comme ça de réalité, comment c'est pas uchronyme, voilà, c'est ce genre de choses. Voilà, et ça c'est formidable, parce que ça reste pour le coup ancré dans tous les temps, quoi. Enfin, on peut être dans le futur aussi au château de la Inaudée. Complètement, c'est vraiment cette transposition de... En fait, ça vient de ma lecture du médiéval. Je suis historien au départ, mais contemporain. Donc moi, je travaillais sur le patrimoine industriel 19e. En travaillant ici, sur un château médiéval, j'avais le sentiment, et mes collègues, lorsqu'on travaille collectivement, m'ont très vite suivi là-dessus, parce que ça faisait quelques années qu'ils étaient là. On peut très vite être redondant sur l'aspect médiéval, faire l'alimentation médiévale, la chaussure médiévale, et voilà, quelque part, non seulement nous, ça va nous fatiguer très vite, et surtout ça se fait ailleurs. Oui. Donc il n'y a aucun intérêt sur le patrimoine breton, on est assez nombreux en termes de château médiéval, pour faire des choses différentes, multiples et diverses. Donc, de par mon passé, de par l'interaction avec mes collègues et les propositions qui sont très bien reçues par le public, maintenant on est identifié par cela. Donc sortir de cela, c'est pas forcément une volonté, surtout qu'on nous demande de continuer dans cette voie-là. Donc oui, ce projet-là, c'est
Tout à fait, ça répond vraiment à cela. Donc c'est une lecture toujours, tu l'as dit tout à l'heure, l'acteur premier, c'est le château. Ouais. Donc c'est toujours le sujet d'étude entre guillemets. Que ce soit un sujet historique ou un sujet qui est beaucoup plus ludique ou artistique, c'est toujours le château qui est au centre, ou les gens qui ont fait le château. Il y a toujours une interaction qui est très forte. Donc là, c'est transversal au niveau de la temporalité. On est fixe d'un point de vue géographique, c'est le château. Mais alors le château et ses alentours, parce qu'il y a des projets qui sont un peu plus larges que le château lui-même. Mais grosso modo, c'est le château. Par contre, on va travailler sur la temporalité, donc d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et ça, c'est extrêmement bien dit, extrêmement essentiel aussi à rappeler. On peut connaître l'histoire du château et on peut voir presque aussi le futur. On peut être dans l'imaginaire aussi. Et ça, c'est vraiment essentiel aussi à mes yeux, en tout cas. Des événements, aussi, il faut le signaler, avec la Une Ode étoilée, des petites choses comme ça, des petites formes comme les minutes bleues, etc. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent dans ce château. Il faut simplement s'y référer au site, par exemple, ou tout simplement sur le papier que j'ai là sous les yeux, qui est très très bien fait, où on a toutes les belles propositions plutôt qui vont arriver à l'occasion de cet été qui a commencé, qui commence maintenant, on peut le dire, et qui va jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est un été très très long, c'est pas mal ça, la Une Ode. Le site c'est la-uneod.com. Zoé, c'est quand même un sacré bel exemple de collaboration originale, celui-là. Bah oui, il était temps qu'ils viennent, que Frédéric vienne en parler à la radio. Oui, on est ravis. Et alors, si tu parles de l'exposition, moi, à titre personnel, je l'ai dit en off à Frédéric, je trouve que c'est génial et j'aimerais qu'on puisse que toutes les structures qui mènent à bien des lieux un peu extraordinaires comme ça puissent le faire, de se projeter dans d'un futur, ou c'est même pas un futur, c'est un passé contrefactuel. Enfin, je trouve ça génial pour l'imaginaire et pour nourrir aussi la venue de personnes sur ces lieux-là. Donc ouais, c'est innovant et à reproduire, je dirais, tout en restant original, bien sûr, sans faire de Non, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que il y a 25 collectifs qui ont répondu présents. Il y en a 4 qui ont été gardés, 4 plus 2 coups de cœur. Mais les 4 sont des collectifs d'architectes et on se rend compte qu'ils ont tous travaillé sur des sujets présents qui se projettent dans le futur. Et tous ont mis en avant l'aspect environnement durable et les difficultés sur lesquelles on commence à être confronté. Quand je dis on commence, on y est largement. Donc ça montre aussi un marqueur fort, en tout cas dans le milieu de l'architecture. Ce sont des vraies logiques qui maintenant sont intégrées dans les étudiants comme dans les professionnels, comment faire demain mieux et moins impactant. C'est tout à chacun se pose cette question-là, mais en tout cas dans cette filière économique, c'est fondamental. Donc là aussi, ce projet-là est un révélateur de ça. Et on a proposé 8 scénarios différents qui pouvaient partir dans plein de sens, et la grosse majorité ont vraiment travaillé, non pas sur un passé historique, non pas sur un passé éventuellement qui se définissait dans le présent, mais vraiment sur un sujet présent, et qu'est-ce qu'il est à devenir dans 20 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans, avec une transposition graphique. Un château du XIIIe siècle qui sert à évoquer le futur et à placer l'humain au cœur de ce futur. C'est quand même une sacrée belle aventure qu'on peut vivre au château de la Une Ode, tout ça est suggéré. Et puis dernière chose quand même, avant de vous laisser retourner du côté de Pédéliac. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Zoé. Bel été à toi Zoé, bel AG surtout. On se retrouve mercredi prochain si tout se passe bien du côté de Quintin. Avec plaisir. Et puis vive le château de la Une Ode, c'est bien. Donc on sait de quoi faire l'été du coup quand on est... On vous accueille avec plaisir quand vous voulez.